Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de la justice aux États-Unis. Alors je vais pas vous faire un résumé des affaires judiciaires en cours concernant Donald Trump parce que ce serait trop long et probablement moins intéressant que vous pensez parce que ce sont des affaires qui sont en elles-mêmes assez complexes à expliquer d'un point de vue purement juridique et qui aussi ont plus un caractère politique qu'un caractère légal. Voilà. Donc d'ailleurs je pense que c'est l'aspect principal de cette vidéo. Je vais insister un petit peu là-dessus parce que je pense que c'est important de voir les différences entre la justice en France et la justice aux États-Unis, en tout cas de mon point de vue. Alors, le premier point qui diffère de la justice française, c'est que la justice américaine est divisée en deux grands systèmes. Le système fédéral, n'oubliez pas que les États-Unis, c'est un pays, en fait, c'est une fédération d'États. Donc le gouvernement fédéral a son propre système judiciaire pour des raisons historiques, pratiques, etc. Donc il y a un système fédéral. Bon, la compétence juridictionnelle de la justice fédérale est relativement particulière, mais je vais essayer de schématiser. C'est surtout les procès qui peuvent avoir lieu entre deux citoyens de deux États différents ou deux entreprises de deux États différents. Bon, c'est pas la seule compétence juridictionnelle, mais c'est celle qui est le plus simple à comprendre. Bon. Donc les juges fédéraux ne sont pas élus, mais sont nommés par le gouvernement, donc par le président, et confirmés par le Sénat. Voilà. Donc il y a plein de vidéos où vous pouvez voir la confirmation, bon, par exemple des juges à la Cour suprême, où il y a un panel de sénateurs qui interviewent le candidat potentiel, mais ça se passe aussi au niveau des cours d'appel fédérales et même des juges de première instance fédérale, ce qu'on appelle les district courts. Voilà. Et il n'y a pas grand-chose de plus à dire en guise d'introduction ou en guise de présentation générale. Par contre, il y a un autre aspect qui diffère du système français, et là, je vous demande un peu d'attention parce que c'est le plus intéressant à mon avis. C'est que bon, le système fédéral est ce qu'il est, chaque État a son propre système de justice avec ses juges, mais dans beaucoup d'États, les juges sont élus. Alors évidemment, ça va dépendre du degré de juridiction. En général, plus on monte en degré, moins ils sont élus. Mais encore une fois, ça dépend des États. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de juges sont élus aux États-Unis, et pas seulement les juges, mais aussi les procureurs. Et là où il y a élection, il y a parti politique, et il y a aussi beaucoup d'argent pour soutenir les élections, parce qu'une élection coûte très cher. Et on s'est rendu compte depuis plusieurs années, c'était pas évident au départ. Au départ, c'était des avocats d'un certain âge qui présentaient leur candidature pour devenir juge de paix dans leur département ou dans leur ville. Bon, quelque chose de très classique. Après une belle carrière en cabinet d'avocat, on devenait juge et puis on connaissait un peu ses administrés. Donc c'était une justice de paix, une justice de proximité qui était finalement très utile. Bon. Par contre, aujourd'hui, avec la multiplication de la population, la complexité des systèmes, des systèmes sociaux, etc. Donc, on s'est rendu compte que les juges, en fait, prenaient de la distance par rapport à la population, et donc ils devaient s'adosser à un parti politique pour pour être élus, tout simplement. Et donc, ils doivent déployer ce qu'on appelle un programme. Et on a vu ça ces dernières années. Certains juges, plutôt de gauche, qui délibérément expliquent que bon, ils veulent pas mettre trop de gens en prison, ils veulent appliquer la loi un petit peu d'une certaine façon et pas d'une autre, parce qu'il faut savoir que les juges ont une certaine flexibilité dans l'application de la loi.
Alors je dis une certaine flexibilité, pourquoi? Parce que chaque cas est différent et comme le droit américain n'est pas encore, que ce soit étatique ou fédéral, surtout étatique, n'est pas encore très très codifié, même s'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens. Mais le droit américain, en général, le droit des États surtout, est assez peu codifié. Donc il y a une certaine possibilité d'appliquer la loi un petit peu, on va dire, créativement, je dirais. Bon, et le cas de Trump, hein, j'en ai parlé en introduction, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est une application de la loi très créative. D'expliquer que, vu le discours qu'il a fait le 6 janvier, c'était un discours insurrectionniste, donc il est soumis à la à, à l'article de la Constitution qui porte sur l'insurrection, et donc s'il est insurrectionniste, il peut plus se présenter à un mandat fédéral. Évidemment, ça va être tranché par la Cour suprême dans quelques temps, je ne sais pas quand, mais bon, c'est une interprétation très libérale, très créative de l'insurrection. Bon, donc on peut toujours interpréter comme on veut, mais plus on monte dans les degrés de juridiction, et plus la décision créative va subir les fourches codines des juridictions supérieures. Bon. Alors, en ce qui concerne les élections, qu'est-ce qui se passe? euh, On a effectivement de l'argent qui circule aux États-Unis pour financer les élections des procureurs et des juges. Alors, les procureurs, c'est plus important parce que le procureur, en général, c'est la même chose en France, décide de l'opportunité des poursuites. Donc, il a la main sur la possibilité ou non de poursuivre un contrevenant ou un criminel. Et si ce procureur a été élu sur une plateforme, on va dire plutôt de gauche, voire d'extrême gauche, on va avoir un phénomène comme ça se passe à Chicago, en Californie, à New York, où on va relâcher les gens sans demander une caution. Hein. Ça aussi, c'est un aspect très américain, les cautions judiciaires, même si ça commence un peu à venir en France. Aux États-Unis, c'est très ancien comme pratique, hein, puisque ça date du droit anglais. Et, euh, et donc, par exemple, New York, il n'y a pas besoin surtout à New York, dans la ville de New York, pas besoin d'avoir une caution judiciaire pour être relâché. On relâche les gens sans caution parce qu'on estime que seuls les riches peuvent se permettre d'obtenir une caution et que les pauvres, ben, ils restaient en prison parce qu'il faute de pouvoir se payer une caution. Voilà. Donc, par équité, on a décidé d'éliminer toute obligation d'obtenir une caution. La caution étant une garantie pour le prévenu de revenir devant le tribunal pour se faire juger. Hein, parce que, je ne vais pas vous résumer la procédure pénale américaine, mais disons qu'il y a une première on apparaît on apparaît une première fois devant le juge lui notifie les différents chefs d'inculpation qu'on lui reproche, et puis après, ben, si c'est quelqu'un de dangereux, on va le laisser en prison, mais si c'est quelqu'un qui est pas très dangereux selon le juge, bah on va le laisser en liberté sous caution, et donc la caution permettra de garantir qu'il reviendra pour le procès en tant que tel, et donc pour se faire juger. Voilà. Donc en fait, je vous explique tout ça pour en fait insister sur un aspect assez particulier de la justice américaine. C'est justement ces élections qui, qui permettent donc à des juges et à des procureurs, on va dire très politisés, surtout à gauche, d'imposer une plateforme très libérale sur la justice, et notamment la justice pénale. Et avec toutes les conséquences que ça peut impliquer aux États-Unis, notamment une remontée de la criminalité, beaucoup de gens qui sont impunis, etc., etc. Donc ça pose vraiment un problème de stabilité de la société, et surtout
de limite en fait entre l'équité et la criminalité. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et j'espère à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.